Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cette capsule sur le périnée, Lélé, kinésithérapeute, aborde le vaste sujet du périnée qu'on a tendance à associer à l'accouchement sans connaître ses fonctions clés. Elle nous informe sur l'importance de la prévention pour adopter les bonnes habitudes depuis l'enfance et nous transmet une mine d'informations sur cet ensemble de muscles si méconnus. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cette capsule spéciale périnée. Bonne écoute! Bonjour Lélé! Bonjour Mélissa. Écoute, merci d'avoir proposé ta participation dans Bicafam. Merci infiniment pour ça. Merci beaucoup d'accepter aussi cette proposition parce que je pense que voilà, les périnées finalement c'est quelque chose qu'on entend parler mais qu'après on connaît pas beaucoup. Donc exactement. Donner les infos dans cette moyen genre podcast, je pense que c'est très intéressant. Donc, merci. Exactement. Donc, du coup, justement, avant qu'on ne débute notre échange sur le périnée, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc, moi, c'est Lélé. Je suis kiné, mais après, petit à petit, j'ai continué à faire des formations et surtout autour des périnées et les côtés abdominaux, tant chez la femme, chez l'homme et chez les enfants. Et c'est un domaine que j'adore, que ça me passionne. Donc, je suis plutôt spécialisée dans ce domaine-là. D'accord, très bien. Mais justement, écoute, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on va faire une capsule vraiment spéciale sur le périnée. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que le périnée? Le périnée, c'est un autre groupe musculaire qu'on en a et comme je disais tout à l'heure, chez la femme, chez l'homme et chez l'enfant. Et il se trouve à la base du bassin, ça part du symphysis pubien ou les pubis, les coccyx et entre les deux ischions. Ce sont les deux os dans lesquels on est assis. Et tout ce double triangle, on va dire, ça fait partie du périnée. Et du coup, pourquoi on entend allemand plutôt parler du périnée au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, et avant, on n'en entend jamais parler du périnée? Ouais, justement, la grossesse, c'est un moment clé dans lequel on commence à parler du périnée pour cette préparation pour l'accouchement voie basse. Mais le périnée aussi, il a d'autres fonctions, comme c'est la continence, alors de la mixtion du matière, les sels ou les gaz. Une autre fonction aussi, c'est le soutien des organes, comme la vessie, l'utérus et le rectum. C'est un pré-amortisseur face aux impacts, comme ça peut être quand on fait le sport. Il est toujours en lien avec les abdos et les abdos périnés, les muscles du dos, diaphragme. Il va constituer ça qu'on appelle les codées ou les centres de notre corps. Et après aussi, il y a la sexualité qu'on comprend dedans. Comme ça peut être les rapports, il faut dire que les rapports ne sont pas qu'avec la pénétration, mais de temps en temps, il y a des femmes qui ont des douleurs dès qu'ils ont ce type de rapport. Et après, voilà, c'est un voie ou un canal pour la naissance du bébé, donc l'accouchement à voix basse, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le bébé, il a été pendant les 9 mois dans sa petite maison, que c'est l'utérus, et finalement, il a appuyé dans le périnée, que finalement, c'est, comme on disait, la base
du bassin. C'est ça, c'est-à-dire que même une femme qui accouche par césarienne, finalement, c'est important qu'elle puisse faire après une rééducation du périnée, même si elle n'a pas accouché par voie basse, hein, c'est ça? Tout à fait. Justement lié à la grossesse. Tout à fait, tout à fait. Je pense que toujours c'est bien faire un check-in au niveau du périnée, juste pour savoir où on en est ou comment on est, soit pendant la grossesse ou hors la grossesse, d'accord? Parce que c'est une autre muscle de plus, donc comme on va faire un bilan de notre épaule ou de notre hanche ou notre partie de notre corps, le périnée aussi, je trouve que c'est intéressant de le faire. Et pendant Mmh. la grossesse, justement, finalement, le corps, pendant ces 9 mois-là, il a beaucoup de changements. Il a beaucoup de changements au niveau de la posture, il a beaucoup de changements au niveau de poids, il a beaucoup de changements au niveau respiratoire. Dès qu'on a fait, on a eu l'accouchement, peu importe si c'est voie basse ou la césarienne, toujours, il faut faire un bilan. Même si on a fait un césarienne, comme on disait, les abdos, ils ont un lien avec les périnées. Et Mmh. finalement, dès qu'on fait la césarienne, c'est pas juste un petit coupure, sinon il y a plein de couches qu'il faut passer pour arriver à l'utérus. Donc, il faut mettre toutes ces structures de nouveau en lien et en équilibre. Donc, oui, toujours c'est intéressant de faire un bilan et à partir de là, voir s'il faut faire vraiment une rééducation ou s'il faut faire d'autres choses, juste des petits soins ou voilà. Mais toujours un bilan, c'est très intéressant à le faire. D'accord. Et du coup, moi, j'avais une question concernant le périnée. Parfois, on peut entendre que certaines femmes, lors de l'accouchement, le col a du mal à s'ouvrir et parfois on entend parler d'un périnée, très tonique, hypertonique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Un périnée hypertonique, est-ce que tu peux nous en parler? Finalement, voilà, je reviens au même sujet. Le périnée, c'est un muscle. Donc, le muscle, il a une tonicité normale, un normotonus, qu'on va dire. Et à partir de là, on peut en avoir une hypertonicité, c'est-à-dire que ces muscles-là, ils sont très, entre guillemets, contractés, on va dire, ou très lâches, un hypotonus, d'accord? Mmh. C'est comme quand on va à la salle de sport et on travaille juste les extrémités supérieures et d'un coup, on voit que tant les bras comme les avant-bras, ils sont très, 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 très musclés. Ça, on va appeler une hypertonie. Donc, un périnée hypertonique aussi, ça veut dire que les muscles, ils ont un tonus un peu plus augmenté. Donc, voilà, les moments de l'accouchement, par exemple, quand le bébé doit passer sa tête au niveau du canal et vaginal, bah là, ça va lui faire un petit résistance. Donc, Mmh. toujours, c'est intéressant de faire un bilan avant. Pour Normalement, voilà, savoir. voilà, pour savoir où on en est, où on a une technique qu'on appelle un massage périnéal. Toujours, on entend parler aussi autour de la grossesse, mais je trouve que les massages périnéal aussi, c'est intéressant pour faire la autoconnaissance et Mmh. finalement pour masser un autre groupe de muscles. Et là, voilà, avec les bilans, si on voit que le périnée, il est très tonique, on peut aller justement à l'élastifier, à gagner un peu plus la flexibilité pour qu'il ne soit pas un empêchement pour les jours J. Et du coup, alors c'est vrai que là, pour l'instant, on a parlé beaucoup du périnée autour de la grossesse et de l'accouchement. Tu disais, ou de la conversation, tu disais que on peut s'intéresser dès l'enfance, en fait, au périnée. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants? Est-ce qu'il y a des conseils, justement, à leur prodiguer? Puisque tu parlais de la continence. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des conseils? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'on pourrait conseiller aux enfants quand ils vont à la selle de ne pas forcément pousser ou pas pour ne pas fragiliser leur périnée? Par exemple, oui, tout à fait. On est né avec les périnées. Donc, finalement, plutôt on commence à faire déjà un petit peu l'éducation autour l'hygiène ou pourquoi il sert à chaque partie de notre périnée, mieux il va être pour que après, pendant les parcours de notre vie, savoir qu'est-ce que c'est avoir un périnée normal et pour détecter au cas où il y a d'autres pathologies. Et justement, en revenant chez l'enfant, d'accord, ils vont prendre leur maturité ou ils vont arriver à être propres jusqu'à l'âge de 6 ans. Avant, on s'inquiète pas beaucoup. Mais de temps en temps, ils vont prendre leur maturité à l'âge de 4 ans, par exemple,
Et après, il y a un événement particulier, comme ça peut être la naissance d'un frère ou une sœur, ou que à l'école, il y a un truc qui se passe, qu'il aime pas y aller, un conflit ou quoi que ce soit. Et volontairement, ça qu'il peut faire, c'est faire la rétention au niveau des selles. D'accord? Ça qu'on appelle la encopressée. Donc, il arrive un moment que l'enfant, il fait pas caca, qu'il se retient et qu'il se retient. D'accord? Mais ce caca, il va rester au niveau du rectum et il va grandir, 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 grandir. Et de temps en temps, on va voir que l'enfant, il va pas aux toilettes, mais que par contre, dans leurs culottes ou dans les caleçons, on va voir des petites taches de caca un peu plus liquide ou d'un coup un jour, il a un diarrhée et c'est finalement parce que cet rectum-là, il pouvait plus tenir. Donc, au bout d'un moment, ça va lâcher. Donc, c'est une des pathologies à tenir en compte. Voilà. Comme tu disais, c'est toujours intéressant, voilà, de leur expliquer que dès qu'ils vont aux toilettes, hein, pour faire pipi ou pour faire caca, voilà, de sentir un bon vidange et de pas se retenir, de demander cet besoin qu'ils ont pour qu'on puisse les accompagner. Et à partir de là, voilà, leur montrer comment il faut se nettoyer, bah, surtout chez la femme toujours d'avant vers l'en arrière, d'accord, et pas à l'inverse. Et par exemple, à l'heure de faire caca pour que la posture soit un peu plus optimale, toujours, c'est intéressant. Surélever un peu. Tout à fait, de mettre un petit tabouret sous les pieds, comme ça, les genoux, ils vont être un peu plus hauts que le niveau des hanches. Et là, l'angle pubo-rectal, finalement, le rectum, il va venir à se mettre droite, un peu droite, et comme ça, les selles, ils vont glisser. Et plus que pousser, souffler. Souffler. Et comme ça aussi, les abdos, ils vont rentrer en jeu. Et cette pression-là, ça va faire, ou ça va nous faciliter à faire un bon vidange au niveau des selles. Bah, tu vois, c'est vrai que ça, c'est une info qu'on n'a pas en fait. C'est une info qu'on n'a pas et du coup qu'on ne transmet pas non plus à nos enfants puisqu'on l'a pas nous-mêmes. Et c'est une info qui est hyper importante finalement. C'est assez hallucinant en fait d'apprendre des choses comme ça pour un besoin qu'on répète jour après jour. Et j'imagine que du coup, quand on pousse, on fragilise peut-être le périnée. Tout à fait, tout à fait. Quand on va pousser les périnées, au lieu de travailler physiologiquement, ça que tu vas faire, c'est pousser tout vers les bas. Donc, une fois, c'est pas grave. Mais si on fait ça toute la vie, finalement, on a plus de probabilités que quand on va devenir adulte, on puisse en avoir un incontinence urinaire ou que les périnées ne soutiennent pas bien les organes chez la femme surtout, qu'il y ait des petites douleurs. Donc voilà, des petites choses comme ça que finalement ils ont plus lié à la mauvaise fonctionnement du périnée suite à une mauvaise habitude qu'on a acquis depuis petit, qu'on réfléchisse pas et qu'on ne sait pas et qu'on continue à les répéter, répéter, répéter. Donc oui, si ils nous montrent dès qu'on est petit, c'est mieux. Comme ça, on va éviter d'autres choses à la longue. Ouais. Et finalement, dans ce que tu dis aussi, c'est de ne pas forcément transmettre cette information-là qu'aux filles, parce que les hommes aussi ont un périnée. Et ça aussi, bah ça, je sais même pas si les hommes savent qu'ils ont un périnée, parce qu'on parle que du périnée et de la femme, et d'autant plus, voilà, autour de la grossesse et de l'accouchement. Donc du coup, tous ces conseils-là aussi, ils sont aussi à donner aux hommes. Si, tout à fait. Les hommes, les dysfonctionnements ou des pathologies qu'on peut trouver, c'est la faiblesse musculaire, d'accord? Bah, comme on disait, le périnée, il est un muscle, donc il faut travailler ou il faut la faire bouger, d'accord? Mais surtout, c'est dès qu'ils ont les cancers de la prostate, là, on risque, voilà, ça dépend comment l'opération ça se passe, d'avoir les incontinences urinaires et aussi les troubles érectiles. Donc, ouais, chez les hommes aussi, c'est important d'avoir cette conscience-là. D'accord? Après, voilà, et quand on parle de descente d'organes, finalement, on passe plutôt chez les femmes, justement parce qu'on a les vagins. Donc, finalement, c'est en voie de sortie. Donc, ces organes-là, ils vont tomber vers les vagins. Et après, ça dépend les degrés de cette descente d'organes au prolapsus qu'on appelle. Ben voilà, on peut faire la rééducation, on peut mettre une PCR qui finalement c'est un élément qu'on utilise pour introduire à l'intérieur du vagin et comme ça tenir les organes à peu près à sa place. Et après à côté, voilà,
faire la rééducation du périnée, savoir comment gérer les pressions aussi, parce que chez les hommes aussi, ça dépend comment on fait les sports ou les mouvements, on peut en avoir des hernies inguinales. Mhm. Donc là aussi, c'est plus un lien de ces gestions de pression ou cette fonction des amortisseurs qu'on disait qui a les périnées. Donc Mhm. là, Mhm. il faut aller travailler aussi. D'accord. Et du coup, tu parlais de descente d'organes. Est-ce que, alors là, c'est une question d'une abonnée qui demandait pourquoi c'est si important la rééducation, donc après la grossesse et après l'accouchement. Est-ce que la descente d'organes, ça pourrait être une conséquence justement après un accouchement, s'il n'y a pas de rééducation et si justement le périnée, il s'est un peu relâché. Est-ce que ça peut être une conséquence? Est-ce qu'on peut aussi retrouver des fuites urinaires aussi après? Oui, tout à fait, tout à fait. L'accouchement, finalement, c'est un événement assez puissant. Soit l'accouchement, mais la grossesse aussi, finalement. Mhm. D'accord? Donc, ça peut nous amener vers un dessin d'organes, par exemple. Peut-être quelqu'un qui fait un sport avec des grands impacts, comme ça peut être les sauts aussi. Si elle gère pas bien ces pressions aussi, il y a un risque de cette descente d'organes même si elle était Mhm. maman ou non, simple, Mhm. ouais. Ou après, une autre période chez la femme, c'est aussi la ménopause, parce que Mhm. finalement, on a un taux des estrogènes qui va diminuer, et les estrogènes, normalement, ils nous donnent cette tonicité-là, et à partir de là, avoir un petit conséquence, un dessin d'organes, que ça peut être la vessie, ça peut être le rectum, ça peut être l'utérus, mais il peut être aussi les intestins qui peuvent glisser et sortir. Et comme je disais, il y a toujours 4 degrés, d'accord? On peut en avoir juste un dessin d'organes au mouvement, dès qu'on va tousser, dès qu'on va rire, dès qu'on va sauter. Mais on peut en avoir un dessin d'organes aussi la vessie, il est complètement versée vers l'en arrière. Donc là, c'est pas que la descente d'organes les problèmes, sinon, à l'heure de faire pipi aussi, les vidanges, ça va pas être complet. Donc, à partir de là aussi, on peut en avoir des infections urinaires. Et pareil pour les rectums. Le rectum aussi peut tomber vers l'avant du vagin. Et là aussi, le sel, il peut se stagner. Et à l'heure de faire les vidanges, c'est pas un vidange complet. D'accord, donc c'est dire que le périnée a vraiment un rôle hyper clé en fait. Et justement, tu parlais tout à l'heure des sports. Là aussi, c'est une question d'une abonnée. Est-ce qu'il y a des sports qui sont à éviter ou en tout cas, est-ce qu'il y a des postures qui seraient à éviter ou est-ce que tu pourrais nous donner des conseils concernant la pratique des sports? Et j'avais aussi du coup une question qui était en lien. Est-ce que tous les coachs sportifs sont formés concernant le périnée? Au niveau des sports, oui, justement, les impacts, ça peut être un facteur un peu négatif, d'accord? C'est pour ça les mariages entre les abdominaux et les périnées pour effectuer ce travail d'équilibre et d'amortisseur ou de travail du corps, parce que finalement c'est le centre de notre corps. Faut tenir en compte, d'accord? Peut-être il y a une dame qui commence à faire un sport et elle a pas de problème, d'accord? Mais toujours si on fait un bilan avant en tenant en compte les périnées, on pourra travailler n'importe quel type de sport. Toujours, il faut Mhm. qu'il soit adapté. C'est comme si quelqu'un veut faire du crossfit, que toujours il a été puni avec les périnées, d'accord? Et d'un coup, on commence à prendre 50 kilos, bah peut-être c'est pas les bons moments. Peut-être il faudra faire un bilan au niveau du périnée, voir où on en est, et après, petit à petit, dès qu'on contrôle bien tant les périnées comme les abdos, aller à monter les difficultés ou les impacts, quoi, pour pas Mhm. prendre ce risque-là. Et en répondant par rapport au coach, ouais, tout à fait. C'est vrai que, par exemple, les yogas avec les Mula Bandha et les pilates, ce sont des types de sports qui tiennent en compte les périnées à l'heure de faire les mouvements. Mais après, moi, personnellement, j'ai pas connu beaucoup de coachs qui Mhm. mettent ou qui expliquent qu'est-ce que c'est le périnée et comment la tenir en compte dès ce qu'on va faire en pratique sportive, quoi. C'est ça, c'est ça. Je pense par exemple tu as parlé du CrossFit. Le CrossFit, on est dans le dépassement de soi, on est dans de la performance. Alors, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que du coup, peut-être que parfois, on est dans ce dépassement de soi et dans la performance sans forcément être vraiment
peut-être vraiment précisément la technicité et dans la conscience aussi de son corps. Et peut-être que parfois, voilà, on peut aussi fragiliser un peu son périnée ou même certaines postures d'abdos aussi qui sont pas forcément les mieux, mais si on ne le sait pas, on adopte les mauvaises postures. C'est ça. Comme ça peut être la course à pied, finalement, dès que tu cours, tu es tout le temps en train de faire des impacts. Et voilà, si tu n'as pas une bonne posture, et dans la posture, on va dire que même pour marcher, voilà, je dis toujours de garder cet auto-grandissement comme si on voulait aller vers le ciel et les coccyx un peu vers les talons. Et là, déjà, on va avoir un petit gainage au niveau du périnée et au niveau du transverse abdominal, plus que les grands droits qui vont nous soutenir. Et celui-là, il va nous aider à être plus performante à la fin, d'accord, à éviter ces petites fuites urinaires ou cette descente d'organes ou cette faiblesse du périnée. Donc toujours cette préactivation au niveau du périnée et au niveau des transverses abdominales, il va éviter qu'à la longue on puisse en avoir des petits problèmes ou des petits symptômes comme ça. Alors c'est vrai que tant souvent justement des femmes qui disent moi quand je suis par exemple à la caisse quand je fais mes courses je pense à mon périnée et du coup je fais mes petits exercices en resserrant etc. Est-ce que tu as des petits conseils à donner justement, tu aurais des conseils à donner aux femmes pour faire des petits exercices pratiques à caler dans la journée? Là, dans un premier moment, toujours intéressant refaire les bilans périnéales parce que justement, si on se trouve avec une femme que son périnée il est hypertonique, là finalement, ça que tu vas faire, c'est aggraver son souci. Donc, c'est pour ça toujours, c'est intéressant de savoir où on en est. Mais finalement, voilà, comme on disait, c'est un muscle de plus. Donc, comme tu travailles tes bras, tu travailles tes jambes, tu vas travailler ton périnée. Et oui, c'est vrai qu'il y a des exercices comme ça peut être les Kegel, que finalement c'est aller faire cette contraction-là et toujours les périnées, il faut qu'ils soient fermés plus remontés. Il faut qu'ils se ferment et il faut qu'ils se remontent. Il faut qu'ils aillent vers les nombrils. Ce n'est pas que juste je ferme et c'est tout. Ça, c'est pas une contraction complète. Je suis sûre que les femmes qui vont nous écouter là en ce moment doivent être en train d'essayer de faire cet exercice en même temps. Si tu voulais. En fait, voilà, avant, ils disaient toujours de faire cette technique de pipi et stop, justement pour voir si ton périnée il était en bonne santé ou non. Mais après, on a vu que finalement, dès qu'on va faire pipi, ça risque, dès qu'on fait la contraction, de couper les jets urinaires. Donc, les pipis, ils restent de nouveau au niveau de la vessie. Donc là, on risque d'avoir de nouveau les infections. Les infections. Donc, au jour d'aujourd'hui, le pipi stop, il est plus recommandé. Donc, voilà, mais ça peut te donner un petit peu cette conscience de savoir comment il faut faire cette contraction-là. Mais après, il faut savoir que les périnées, les muscles du périnée, on en a les 20% à peu près qui sont volontaires, c'est-à-dire que c'est nous qui va contracter et relâcher. Donc, là, les Kegel, ça peut marcher, mais les 80%, c'est involontaire. Les périnées, ils travaillent tout seuls, comme les muscles au niveau de cervical. C'est pas toi qui essayes de tenir ou de garder la tête droite. C'est maintien et tu t'en occupes pas. Donc finalement, il faut créer des mouvements, soit allongé, à quatre pattes, latéral, assise, debout. D'accord, on joint un peu avec les poids de notre corps pour que l'exercice soit un peu plus compliqué ou moins compliqué pour faire cette activation du périnée parce que le périnée, il a en soi-même un réflexe qui va se contracter avant de faire un effort. Il va garder cette contraction pendant l'effort et il va se relâcher après. C'est-à-dire peut-être je vais aller rire et on dit aïe, j'ai eu un fuite urinaire. Bah là, on sait que notre périnée n'a pas eu ce réflexe-là de se serrer avant, garder cette contraction pendant la rigolade qu'on va faire et se lâcher dès qu'on a fini de rire ou de tousser ou de sauter. Donc, c'est bien les exercices Kegel, mais il faut pas oublier que les 80% du périnée, et c'est involontaire. Pour juste rebondir sur une question qu'une abonnée avait posée, qui demandait comment savoir s'il est toujours aussi maintenu plusieurs années après un accouchement. Finalement, la réponse, tu as déjà répondu, c'est de faire un bilan pour savoir où on en est. Et ce bilan, je voulais te poser la question,
Est-ce que c'est forcément avec des kinés? Est-ce qu'il y a des kinés qui sont spécialisés? Est-ce que ça peut être avec d'autres praticiens? En fait, professionnels sanitaires, t'en as les sages-femmes pour un côté et t'en as les Mhm. kinés pour l'autre côté et les gynécos aussi. D'accord? Donc, ici en France, tu peux demander un ordonnance pour la rééducation du périnée chez ton médecin généraliste ou la gynéco et, et c'est remboursé. D'accord? La différence entre les sages-femmes et les kinés, c'est que les sages-femmes, ils vont prendre en compte juste les côtés périnéal. Et par contre, les kinés, ils vont tenir en compte périnée plus Abdos. abdomen. C'est Mhm. ça. D'accord? Et après, c'est vrai que chez nous, c'est une formation, on va dire, supplémentaire. Il faut que tu sois formé. Normalement, tu te formes après ton école. D'accord. Et donc, tu as bien précisé aussi que ce bilan, effectivement, on peut le faire à n'importe quel moment, même sans forcément être passé par la case grossesse ou accouchement. À un moment, on peut se questionner, savoir où on en est par rapport à son périnée, on a pratiqué tel sport, etc. On se questionne et on peut demander, on peut faire un bilan pour savoir où on en est. Et si, en fonction du bilan, on fera une rééducation ou pas. Tout à fait. Oui. Finalement, c'est comme quand tu vas chez le dentiste une fois par an pour faire un Mhm. contrôle de tes dents pour voir où tu en es. Ouais. Mhm. Et après, voilà, on fait pipi, on fait caca tous les jours. Donc, par exemple, au niveau nutritionnel, il faut qu'on fasse entre 6 et 8 fois par jour. D'accord? Et pendant la journée plutôt que la nuit. Au niveau des constipations, c'est un grand problème chez la femme. Et Mhm. normalement, il faut qu'on aille aux toilettes tous les jours aussi. Donc Mhm. là, pour un côté, oui, on peut en avoir les périnées dans un bon santé ou non, d'accord. Mais aussi, c'est important les côtés alimentaires, ça qu'on va manger, ça qu'on Mhm. va avoir, d'accord. Parce qu'il y a par exemple les stimulantes comme ça peut être les cafés, les boissons gazeuses ou l'alcool qui va stimuler un peu plus les muscles de la vessie. Il va commencer à contracter la vessie et tu vas avoir d'un coup un envie de faire pipi. Mhm. Ou au niveau des selles, ça dépend quel type d'alimentation tu en as. Bah, peut-être t'es constipé ou tu bois pas assez d'eau et tu risques d'être constipé. Et donc la constipation finalement va aussi fragiliser le périnée. Tout à fait, finalement, c'est une autre poids qui va tomber sur les périnées. Donc, pour les constipations, c'est important la régularité ou avoir l'habitude, d'accord? Parce que dès qu'on rentre dans la constipation, on oublie d'aller faire caca. Donc, pour faire ce petit rappel au corps aussi, voilà, comme on disait chez l'enfant, voilà, les tabourets, la posture, je souffle, j'active au niveau abdominal. Bah, je vais essayer de mettre les horaires pour faire les rappels à mon corps qu'il faut aller faire caca, Mhm. d'accord? Mais après aussi, l'eau, boire, parce que si on est constipé, les selles ils vont commencer à se sécher au niveau des rectums, donc après ils vont être de plus en plus difficiles à les évacuer, donc on va pousser de plus en plus. Et donc fragiliser encore plus son périnée. Tout à fait. Et après les mouvements, il faut bouger. Il faut bouger déjà parce que c'est les meilleurs anti-inflammatoires qu'on en a. Faire du sport ou aller nager ou aller marcher. Tout ce que c'est alimentation et hydratation et les mouvements, c'est très important face à la constipation. Ouais. Et du coup, je voulais revenir sur, on a parlé donc des différentes phases, on a parlé de l'enfance, on a parlé de la grossesse, de l'accouchement et maintenant je voulais parler un petit peu de la ménopause. C'est vrai que tu disais qu'effectivement à la ménopause, on peut retrouver, des conséquences comme les fuites urinaires qui arrivent. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que la rééducation, peut fonctionner dans ce cas-là, même si on est déjà en ménopause? Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'on pense souvent aux on va dire aux solutions pour compenser ces difficultés. Ben maintenant, il y a même les culottes hein, qui permettent justement de pallier à ça. Et sans forcément s'intéresser à la partie, bon ben on essaie de trouver une solution pour régler le problème. C'est vrai, j'ai bien aimé comment tu l'as expliqué. Ouais, ouais. Au lieu d'attaquer la cause, non, on met d'autres solutions pour compenser un tout petit peu les Mhm. symptomatologies qu'on en a. Et justement, la femme finalement, au cours sa vie, elle va avoir ses premières règles quand elle est adolescente. Donc là déjà aussi, on a un changement tant au niveau hormonal comme au niveau de périnée. On va avoir ces cycles menstruels qui vont passer peut-être en grossesse, peut-être non. Et après, quand on a autour de 40 ans, 45 ans, d'accord, on commence avec la préménopause.
le corps, il commence à se préparer, d'accord? Et c'est un autre grand changement pour la femme. Et là, justement, voilà, il y a les hormones qui vont rentrer en jeu et ce sont les estrogènes qui finalement, ils nous donnent cette tonicité, d'accord? Et ils ont un lien aussi avec l'os et ils ont un lien aussi avec les risques des maladies cardiovasculaires, plus chez la femme. Voilà. Donc finalement, on a ces étapes qu'on passe des non fertiles à fertiles et des fertiles à non fertiles de nouveau. Et justement, tout ce que c'est les syndromes génito-urinaires, les symptômes qu'on peut en avoir autour de cette sphère du périnée, hors les bouffées de chaleur, insomnie, changement d'humeur, d'accord, qui peut en avoir plusieurs. On a cette périnée-là qui, suite à la manque des estrogènes, d'accord, il va devenir un peu plus faible, d'accord, au niveau tissulaire. Donc là, par exemple, si on venait déjà avec ces fuites urinaires, ça risque de s'accentuer encore un tout petit peu plus, d'accord? Ou voilà, suite à la faiblesse, la sexualité peut-être, il va changer. Peut-être on a des douleurs où on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes types de plaisirs. Donc là, de nouveau, c'est une nouvelle découverte, tant individuelle comme avec son partenaire. Donc il faut aller chercher d'autres moyens dans lesquels il peut nous aider à nous donner de nouveau les plaisirs. Donc là, comme tu disais, finalement, ce type de troubles chez la femme, soit on les parle pas parce que c'est tabou, cette sphère, soit on les normalise. Donc finalement, on reste là. On n'a pas des infos, on ne sait pas quoi faire. Et toujours, voilà, il faut tenter pour aller voir si on peut travailler au niveau musculaire, si on peut travailler au niveau alimentaire afin d'améliorer tous ces symptômes-là. Et chez la femme, la ménopause, par exemple, face à la sécheresse ou l'atrophie, bah voilà, pour un côté, il y a il faut hydrater, tant au niveau vulvaire comme au niveau vaginal, d'accord? On n'a pas besoin que les lubrifiants pour les moments des rapports, sinon il faut hydrater aussi ces tissus-là, d'accord? Pour ces mucoses et pour pas en avoir des frictions, d'accord? On revient de nouveau au sport. Il faut bouger tant les périnées comme tous les corps parce que voilà, à ces moments, et on peut en avoir un peu plus de risques de fractures au niveau des os. Ça dépend si on a l'ostéoporose et parce que voilà, il y a plus de probabilité chez la femme d'avoir un événement cardiovasculaire face aux hommes à ces moments de la ménopause. La ménopause, finalement, il faut savoir que ce changement d'étape, on appelle plutôt les climatères, d'accord? C'est quand le corps il commence déjà à se préparer pour passer du fertilité à non-fertilité, d'accord? Et il faut voir aussi quel est le contexte de la femme, c'est-à-dire il arrive un moment dans lequel si on a eu des enfants, les enfants déjà ils sont indépendants, donc on se retrouve de nouveau à la maison avec notre partenaire ou nous notre identité qu'on dit oula, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire et comment je vais faire face à cette période-là. Et au niveau professionnel, peut-être, bah voilà, la retraite, il est là. Bon, encore, on a quelques années. Et puis toutes ces représentations aussi liées à la vieillesse et aux femmes, pas tant les hommes, mais la augmentation de l'âge et la femme, les représentations dans la société qui sont pas très pas très positives. Voilà, ouais. Il n'y a pas que les troubles au niveau du périnée. Les problèmes, il faut les voir en contexte. Dans la globalité. Dans la globalité, parce que sexualité, bah, peut-être t'as pas honte, tu parles de ta sexualité très tranquillement, et peut-être il y a une autre qui a honte de parler de ça. Voilà, ça dépend de la femme, mais oui. On peut trouver, comme je disais, une augmentation au niveau des fuites urinaires suite à cette faiblesse ou à cette qualité tissulaire. Les infections, il peut être un peu plus évidentes et les inconforts. Toujours faire un check au niveau du périnée et finalement, vu que tu vas passer cette période du climateur, voilà, les climatères, on disait, c'était la phase et la ménopause, par contre, on va dire, dès que la femme, elle a un arrêt de ses règles pendant 12 mois, on va dire que cette femme-là, déjà,
et là, sa ménopause, et on passe à la post-ménopause. Donc finalement, comme on sait qu'on va passer dans cette période-là, et on sait quel type de conséquences on peut en avoir, on peut déjà commencer à les travailler. On peut commencer à les travailler avant pour Mhm. diminuer la probabilité des D'avoir symptômes. ces effets, d'accord. Et du coup, comme c'est ta spécialité, tu accompagnes quand même beaucoup de femmes et depuis des années. Est-ce que tu dirais que les femmes maintenant sont un peu plus conscientes de leur périnée qu'avant? Ça dépend de l'âge. Ça dépend Mmh. de l'âge, je dirais. Donc voilà, chaque génération aussi, il a eu un type d'éducation. Donc Mmh. chez les jeunes, c'est vrai qu'ils ont un peu plus conscience au niveau du périnée, mais peut-être après, à l'heure de se soigner, les femmes qui arrivent à la consultation, c'est dès qu'ils ont un petit problème. C'est ça, C'est c'est pas ça. juste pour faire la prévention. Donc c'est pas en prévention, c'est toujours en traitement finalement. Ouais. Donc finalement, si on résume un peu tout ça, le plus important finalement, c'est de faire un check-up, en fait, de savoir où on en est. J'avais une dernière question. Du coup, ce check-up, on peut le faire régulièrement, selon toi, je sais pas, est-ce qu'on devrait le faire à une fréquence particulière? Je pense que c'est important de ce qu'il arrive une femme à la consultation pour faire un check-up par rapport à son périnée, lui donner les outils pour faire cet entretien-là. Mmh. Ouais, la faire consciente de son périnée Mmh. et lui expliquer qu'est-ce que c'est un périnée en bonne santé et qu'est-ce que c'est un périnée en mauvaise santé. Au fur et à mesure, elle saura détecter dès qu'elle a un problème, si il faut aller faire une consultation ou non. Par exemple, moi je dirais qu'avoir un périnée en bonne santé, c'est dès que tu connais ton périnée, où il se trouve, comment il fonctionne. Dès que tu vas aller faire pipi entre 6 et 8 fois par jour, on peut dire que tu as un périnée en bonne santé et que t'as pas de fuite. T'as pas de fuite dès que tu vas faire un effort, mais t'as pas un fuite non plus dès que tu arrives chez toi et qu'il faut que tu ailles directement aux toilettes. Donc toujours un mixture entre 6 et 8 fois par jour, que tu ne sois pas constipé, que tu ailles aux toilettes tous les jours, ok, que tu ne sens pas un pesanteur au niveau de périnée, que ça peut être un signe d'un descente d'organes et que tu n'aies pas mal de ce que tu as tes rapports sexuels, par exemple. Mmh. Mmh. Si il y a un item dans lequel tu sens qu'il y a un trouble ou antigène ou quoi que ce soit, bah déjà tu sais que quelque chose se passe. Mmh. Finalement, dès que tu vas faire un check-up, c'est intéressant de faire aussi ou de profiter pour faire cette éducation-là pour lui Mmh. montrer qu'est-ce que c'est un périnée en bonne santé et qu'est-ce que c'est un périnée en mauvaise santé. Mmh. Et comme ça, voilà, dès qu'elle va faire un petit apéro avec ses copines, elle pourra parler de ça et Mmh. donner des infos à ses copines et à partir de là, au moins, tu dis oui, bah peut-être à moi, je suis pas bien là. Donc déjà, je C'est sais qu'il ça. faut que j'aille chez le médecin pour demander l'ordonnance, machin. Et comme ça, mine de rien, Mais c'est ça, mais en fait, ce que tu dis, c'était tellement intéressant. Est-ce qu'entre femmes, on parle de nos périnées? Non, on va parler de plein de choses. Le périnée, je crois pas que ce soit un sujet très qui revienne très régulièrement. Et justement, pouvoir parler librement de certaines choses et peut-être se dire, ah ben moi aussi, tiens, ça m'arrive d'avoir des fuites urinaires, mais ça, c'est vrai que c'est un sujet plutôt tabou. Pouvoir parler librement de ça et justement que ça puisse alerter pour aller consulter et faire un bilan et s'y intéresser. En tout tout à cas, fait. Lélé, merci pour cet échange vraiment sur le périnée, cet échange riche. J'ai appris plein de choses. Je pense que les personnes qui nous écoutent aussi apprendront aussi beaucoup de choses. Malheureusement, je trouve que ce sont vraiment des informations clés qu'on n'a pas. Comme on ne les a pas, ben on les transmet pas non plus à nos enfants. Ce sont des informations tellement importantes vu le rôle clé justement du périnée dans toutes ses fonctions. Donc merci beaucoup pour ça. Et effectivement, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est finalement d'être plutôt dans le versant prévention et pas attendre d'avoir un souci pour aller consulter. Je pense que la prévention, c'est la solution finalement pour avoir les bonnes habitudes dès l'enfance, pouvoir justement garder un périnée en bonne santé. Tout à fait, de faire la prévention et en même temps, dès qu'on voit quelque chose de bizarre qui nous arrive ou qui change dans notre corps, aller consulter avec toute la liberté et comme ça, on va savoir si vraiment on a un petit souci ou, ou non.
mais de pas rester sans rien faire parce que ce petit souci, petit à petit, ça peut être de plus en plus grand, d'accord? Et de parler autour de nous. Dès que ça nous arrive quelque chose, de parler autour de nous pour que on puisse visibiliser, comme ça peut-être les gens, ils vont dire, bah, peut-être moi, il faut que j'aille faire un check-up au niveau de mon périnée. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour cet échange. Et du coup, c'est quand même la signature du podcast. Donc, même si c'était une capsule sur le périnée, je vais quand même te demander de te décrire en 3 mots, toi, Lélé. Même si tu nous as pas beaucoup parlé de toi. On parlait pas du périnée. Curieuse. Je suis très curieuse. Ouais. J'aime bien aller jusqu'au bout des objectifs ou problèmes. Têtue dans cette sens-là. Et je suis quelqu'un dynamique. Je peux pas rester assise tranquille dans un fauteuil. Je suis tout le temps en train de bouger. En mouvement. Et ouais. Bon, écoute, on va s'arrêter sur ces mots. Merci encore pour cet échange. Merci infiniment et à très bientôt, Lélé. Merci à toi, Mélisa, pour cet accueil et j'espère que ça va servir aux gens. Donc, merci pour cette écoute. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était l'épisode 25 de Big à Femme. Je remercie Lélé d'avoir proposé sa participation pour diffuser ces informations tellement importantes sur le périnée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour un épisode spécial. Prenez soin de vous.